Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de datation relative des couches obtenues soit par les fossiles stratigraphiques, soit par la géométrie elle-même des couches. Dans ce chapitre-ci, je vais vous parler des datations absolues qui sont obtenues par des méthodes physiques. Ces datations absolues s'appellent aussi radiochronologie. En 1906, Rutherford suggère que la connaissance de la vitesse de désintégration d'un isotope permet de déterminer le temps écoulé depuis la formation d'un minéral radioactif. Suivant l'équation, isotope pair, qu'on appelle aussi isotope radioactif, donne au cours du temps isotope fils, dit radiogénique, plus toute une série de particules. Petit rappel, pour un isotope d'un élément, on note le nombre de nucléons total en haut à gauche et le nombre de protons en bas à gauche. Dans la nature, plus de 60 isotopes radioactifs existent. En théorie, on pourrait donc tous les utiliser pour dater les roches, mais il se fait que certains ont une vie trop courte pour dater les phénomènes géologiques et d'autres, tout simplement, sont trop rares. Donc, on en utilise en fait pas plus qu'une dizaine, dont les plus importants sont l'uranium 235, l'uranium 238 et le thorium 231, le rubidium 87 et le potassium 40 et le carbone 14. Je vais vous parler dans la suite des isotopes de l'uranium et du thorium et du carbone 14. Comment procède-t-on? En fait, on utilise l'équation qui est inscrite en haut. dt sur nt égale E exposant lambda t moins 1. Le t, dans cette équation, est évidemment le temps, la date, la datation de la roche qu'on cherche. dt est le nombre d'atomes de l'isotope fils, donc radiogénique, au temps t bien sûr. Nt est le nombre d'atomes de l'isotope pair radioactif. Et lambda est la constante de désintégration qui est caractéristique de chaque isotope et qui, heureusement, peut être déterminée en laboratoire. On va donc, pour chaque minéral destiné à être daté, analyser et obtenir le rapport dt sur nt, et en ajoutant la constante de désintégration, on obtiendra ce fameux petit t. Pour que la méthode fonctionne, deux conditions. La première, c'est que le minéral analysé soit resté un système fermé jusqu'à l'heure actuelle. Un système fermé veut dire que aucun atome de l'isotope fils et aucun atome de l'isotope pair n'ont pu s'échapper. Et deuxième condition, il faut aussi que le minéral daté soit bien contemporain de la roche dont on veut obtenir l'âge. Un exemple, si on cherche à dater par exemple une couche de grès micacé, c'est inutile de dater le mica, puisque le mica, bien qu'il ait été incorporé dans le sable lors de la formation de la couche sédimentaire, n'a pas été formé à ce moment-là, il a été formé au sein d'un granit bien avant, au cours de la différenciation magmatique. C'est donc pour la plupart des roches sédimentaires très difficile de trouver le minéral qui peut être daté et qui va donner l'âge de la couche sédimentaire. C'est pour ça que, en général, pour une roche sédimentaire, on va dater plutôt les retombées de cendres volcaniques qui sont interstratifiées dans la succession des couches sédimentaires. Quelques mots sur la méthode uranium-thorium-plomb qui est très utilisée. On utilise en fait deux isotopes radioactifs de l'uranium, l'uranium 238 et l'uranium 235,
et un isotope radioactif du thorium, le thorium-232. Voyons la première équation. On y voit que l'uranium-238, isotope radioactif, donne en se désintégrant du plomb 206, isotope radiogénique et stable, plus de l'hélium, plus des électrons. En fait, cette réaction est une simplification parce qu'avant de donner le plomb qui, étant stable, signale la fin de la série de désintégration radioactif, l'uranium donne toute une série d'autres isotopes radioactifs. Le plomb étant stable, il va s'accumuler au cours du temps dans le minéral. Avec une demi-vie, alors qu'est-ce que la demi-vie? La demi-vie, c'est le temps après lequel le nombre d'atomes de l'isotope pair radioactif est réduit de moitié, et dans le cas de l'uranium-238, cette demi-vie est de 4,51 milliards d'années. Ça vous montre pourquoi on utilise ces réactions pour dater des roches relativement anciennes. Même après un nombre très important d'années, il restera toujours de l'uranium dans la roche. La deuxième équation montre que l'uranium-235 se décompose et donne finalement, après toute une série de désintégrations, du plomb 207, également stable, plus de l'hélium, plus des électrons. La demi-vie ici est de 713 millions d'années. Enfin, la troisième équation montre que le thorium-232 se décompose et donne à la fin de la chaîne de désintégration du plomb 208, de l'hélium et des électrons avec une demi-vie ici de pratiquement 14 milliards d'années. Comment fait-on en pratique pour dater une roche ou un minéral? Par cette méthode, on va mesurer l'abondance de l'uranium-238, de l'uranium-235 et du thorium-232, des isotopes stables du plomb, 206, 207 et 208 dans notre roche ou notre minéral, et on va obtenir 3 âges. Si ces 3 âges sont concordants par les 3 méthodes, c'est que la datation est exacte. La méthode carbone 14, qui est différente, elle permet de dater des objets dont l'âge ne dépasse pas 70 000 ans à peu près, pour autant bien sûr qu'ils contiennent de la matière organique. Cette matière organique peut correspondre à du bois, à de la tourbe comme sur la photo, à des coquillages, des fossiles, etc. Comment procède-t-on? Le carbone naturel contient notamment une proportion faible de carbone 14, qui est un isotope radiogénique et radioactif, de demi-vie 5730 ans. Alors en voyant cette demi-vie et en la comparant à la demi-vie des isotopes précédents, on se rend compte qu'elle est très très courte et que cette méthode ne permet donc pas de dater des roches très anciennes. Cet isotope radioactif, le carbone 14 donc, est obtenu en permanence par le bombardement de l'azote atmosphérique, azote 14, par des neutrons qui sont produits par les rayons cosmiques, suivant l'équation. Azote 14 plus un neutron donne du carbone 14 plus de l'hydrogène. Tous les organismes vivants absorbant le carbone du CO2 atmosphérique, par exemple pour constituer leur coquille dans le cas des fossiles ou pour constituer la matière organique elle-même, après leur mort, cette incorporation cesse et le carbone 14 se met à décroître suite à la désintégration. Carbone 14 donne azote 14 plus un électron. Après la mort des organismes, la quantité de carbone 14 va donc diminuer en permanence.
La datation consiste donc à mesurer la concentration restante dans le coquillage, dans la tourbe, dans le bois de carbone 14. Deux petites remarques, les âges carbone 14 sont donnés en année BP, ce qui signifie before present, et ce présent est défini par convention comme étant l'année 1950. Deuxième remarque, une des sources d'erreur, c'est la contamination de l'échantillon à dater par de la matière organique plus jeune, issue par exemple de racines actuelles.